Bonjour à tous. On va laisser quelques minutes pour laisser le temps aux participants d'arriver. Donc bienvenue au deuxième atelier didactique de la démarche préopérationnelle du PIG Transition énergétique du département du Haut-Rhin. Ce deuxième atelier porte sur la rénovation énergétique en copropriété. Nous venons d'en animer un premier sur les dispositifs d'amélioration du parc privé. Je laisse quelques minutes encore, secondes, pour laisser les participants nous rejoindre. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques lors du premier atelier. J'espère que celui-ci va se dérouler plus correctement du point de vue technique. Nous avons un chat à disposition avec lequel vous pouvez interagir avec nous. Donc n'hésitez pas d'une part à nous dire si vous nous entendez bien ou pas bien, si ça coupe, et puis à nous poser des questions, à nous faire des commentaires, à nous faire remonter des constats et des enjeux que vous avez observés sur le territoire. Je laisse quelques secondes encore pour que les participants nous rejoignent. Bon, on va commencer. De toute façon, donc l'intérêt de ces ateliers, c'est qu'ils sont en streaming et que donc du coup, vous pouvez les suivre aujourd'hui en direct, mais qu'ils pourraient être visionnables sur plusieurs semaines. Vous pouvez également transmettre le lien de ces ateliers pour que vos collègues, vos partenaires puissent les regarder. N'hésitez pas à transmettre. L'objectif étant de partager au plus grand nombre. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à faire passer ce lien. Donc on va commencer. Quelques propos introductifs. Donc on est dans le cadre d'une démarche préopérationnelle pour la mise en place d'un PIG transition énergétique. Pourquoi un PIG transition énergétique pour le département du Haut-Rhin? D'abord, excusez-moi. Deux atouts forts pour le territoire. Le Haut-Rhin organise sa résilience par la croissance et les emplois verts, notamment dans le contexte de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est un atout sur lequel il faut s'appuyer. C'est une nouvelle dynamique pour le territoire. C'est une occasion de créer, c'est une occasion d'inventer, de se réinventer. Et donc, c'est un atout sur lequel on peut s'appuyer. Deuxième atout, des multiples initiatives publiques, privées, associatives, en faveur de la rénovation énergétique des logements qui existent déjà localement. Et sur lequel il faut s'appuyer, mais au-delà de s'appuyer, travailler avec. L'objectif étant bien de partir des dispositifs existants, de travailler avec les opérateurs de ces dispositifs existants pour travailler ensemble au fait de coproduire, de coélaborer, d'inventer une solution ajustée au territoire pour sa transition énergétique. 3 enjeux forts. D'abord, évidemment, la rénovation énergétique des logements, elle est au cœur de la transition écologique. Deuxièmement, le Grand Est, c'est la région de France dont la population souffre le plus de la vulnérabilité énergétique. On a 22% des ménages qui sont concernés par la précarité énergétique dans le Haut-Rhin. Comparativement à d'autres territoires, c'est un pourcentage fort, donc un enjeu fort pour le territoire. Et évidemment, cette précarité énergétique, elle impacte négativement le pouvoir d'achat des ménages. D'autant plus, on le sait, hein, avec la crise sanitaire, le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, les enjeux de pouvoir d'achat des ménages sont un enjeu très fort à court et moyen terme aujourd'hui. La rénovation énergétique
Troisième enjeu, la rénovation énergétique, c'est une filière qu'il faut envisager de façon systémique dans un paysage d'acteurs éclaté. On a une multitude d'acteurs qui interviennent sur cette thématique, qui interviennent différemment, avec différents champs de compétences, différents champs d'expertise. Et l'idée, c'est bien d'être dans une démarche systémique et de travailler ensemble, de faire travailler ensemble l'ensemble de ces expertises, de ces compétences au service d'un projet commun. L'ambition de cette démarche, c'est d'apprendre et de construire son propre outil. C'est pour ça qu'on a nommé ça une étude maïotique. C'est une étude expérimentale au service d'une construction partenariale d'un projet de territoire centré autour de la transition écologique. L'objectif étant de faire accoucher ensemble d'un projet ajusté aux enjeux et aux contraintes du territoire. Alors, pourquoi une étude maïotique ? On part d'un constat, aucun acteur isolé ne peut agir sur l'ensemble de la filière de la transition énergétique, c'est une certitude. On a besoin de travailler ensemble sur cette question, d'où l'aspect systémique. Une nécessité, avoir recours à l'intelligence collective en conviant l'ensemble des acteurs de la filière à participer à la construction de solutions partenariales et concertées. C'est dans cette optique d'intelligence collective qu'on a pensé démarrer cette démarche avec ces ateliers didactiques. On reviendra, je vais revenir sur ce format d'atelier juste après, mais en tout cas, la démarche d'intelligence collective, le partenariat, la coélaboration, la concertation de l'ensemble des parties prenantes est au cœur de notre démarche. Un objectif, parvenir à un plan d'action opérationnel, co-construit avec l'ensemble des acteurs de la filière. On insiste fortement sur ce terme de co-construction. Il peut paraître parfois un peu galvaudé. Évidemment, on souhaite toujours que n'importe quel document soit co-construit, mais pour nous, il est central, il est au cœur de la démarche et on mènera toutes les étapes de la démarche en partenariat avec l'ensemble des acteurs pour co-construire une solution ajustée aux enjeux, aux attentes, aux moyens, aux contraintes de chacun. L'objectif étant évidemment de faire émerger un projet qui soit ajusté, réaliste, réalisable, ambitieux, mais réaliste pour le territoire. Et puis, dernière étape, aller plus loin. On est dans une démarche expérimentale, mais qui est financée par l'ANA et qui a une ambition d'être reproductible pour massifier la rénovation énergétique en France. C'est donc une chance pour une opportunité forte et une chance pour le département du Haut-Rhin d'être territoire d'expérimentation. L'enjeu étant de faire émerger une solution ajustée au département, mais un modèle qui soit reproductible à l'échelle nationale. Quelques mots rapidement sur notre groupement au service de cette mission. Nous sommes Ville et Habitat, un bureau d'études et de conseil qui accompagne les collectivités locales et les opérateurs sur les politiques de l'habitat et les stratégies habitat aux différentes échelles, à l'échelle des territoires et des documents structurants de planification, et puis à l'échelle des opérations, des quartiers. Et nous avons notamment une forte expertise sur l'amélioration du parc privé et sur les enjeux de transition énergétique dans le logement. Nous sommes accompagnés de Pouget Consultants, qui est un bureau d'études énergie et environnement, qui réalise des études d'énergie carbone et qui conseille sur la filière de la rénovation énergétique. Écologie urbaine et citoyenne, qui est une agence de transition écologique qui accompagne sur la transition écologique, la prospective territoriale et l'innovation démocratique, avec un fort volet de concertation et de méthodes de concertation partenariale. Et l'atelier d'architecture Oswald de Micheli, qui est spécialisé dans la réhabilitation du patrimoine bâti, qui sont basés à Strasbourg et qui ont une forte expertise sur l'habitat ancien en Alsace et la réhabilitation énergétique de ce patrimoine. On est constitué en collectif qui s'appelle le collectif Ressources depuis une petite année, qui regroupe divers cabinets de conseil et d'études avec différents champs d'expertise.
Et ce collectif, il est né d'une certitude, c'est justement cet enjeu d'intelligence collective et de transversalité et de travailler ensemble avec toutes nos expertises thématiques au service de la transition écologique. Alors, vous avez la liste des 7 ateliers didactiques, des 7 thématiques des ateliers didactiques. Vous êtes aujourd'hui sur le 2e atelier qui a pour objet l'intervention dans les copropriétés. Il y en aura 3 autres jeudi prochain et 2 autres le jeudi d'après. Quels sont les objectifs de ces ateliers? D'abord, vous faire connaître la démarche et la faire connaître au plus grand nombre. Nous avons besoin que la démarche soit largement partagée, largement connue. Donc, c'est le premier objectif. Ensuite, partager ensemble un socle commun de connaissances entre les différents acteurs du territoire. On l'a dit, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent avec différents champs d'expertise et de connaissances techniques, une hétérogénéité aussi de connaissances techniques, de niveaux de connaissances techniques. Si ces ateliers peuvent paraître un peu descendants, puisque c'est bien des ateliers plutôt de formation, il nous semble important de démarrer la démarche en partageant un socle commun de connaissances et en échangeant ensemble sur ces connaissances pour ensuite travailler ensemble. Et nous aurons l'occasion, d'une part, de rencontrer l'ensemble des acteurs en entretien bilatéral sur les semaines qui suivent, et puis d'animer 3 journées d'ateliers de diagnostic, là, beaucoup plus collaboratifs et partenariaux, lors de la première semaine de juillet. Et puis, 3e objectif, vous donner envie de vous mobiliser pour participer avec nous tout au long de la démarche. On a vraiment besoin de travailler en collaboration étroite avec l'ensemble du réseau d'acteurs. Et donc, c'est une première étape pour vous mobiliser et vous donner envie de collaborer avec nous. Donc, n'hésitez pas pendant l'atelier à réagir, à nous faire à poser des questions, mais aussi à nous faire des commentaires, à nous faire remonter vos constats, vos enjeux sur les différents dispositifs existants. N'hésitez pas également à nous contacter directement pour un échange en bilatéral à la suite de cet atelier. Je vais laisser la parole à mes collègues Ivana Spiller et Gilles Kahn pour rentrer dans le contenu de l'atelier sur la rénovation énergétique en copropriété. Alors, en introduction, quelques éléments de contexte. Donc, le secteur du bâtiment est le premier consommateur d'énergie. Il est à l'origine de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Face à ce constat, une loi de transition énergétique pour la croissance verte a été votée en 2015 avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la performance technique du parc immobilier. Donc, cette loi vise à rénover l'ensemble des logements résidentiels privés dont la consommation primaire est supérieure à 330 kW par mètre carré et par an, donc de classe DPE, F ou G, avant 2025. Ça concerne les bâtiments privés résidentiels dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kW par mètre carré, comme je l'ai déjà dit, avec une obligation de travaux d'isolation thermique à l'occasion de lourds travaux de réhabilitation, donc travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou de transformation de l'édifice en local habitable. Cette loi permet aussi une prise de décision facilitée avec un vote des travaux à l'échelle des copropriétés à la majorité simple. Également une autre loi donc, de 2019, la loi énergie et climat, qui vise à renforcer la lutte contre les passoires thermiques avec un objectif de suppression d'ici le 1er janvier 2028 de ces passoires thermiques. Donc si le diagnostic de performance énergétique de la copropriété est de classe G ou F, il doit être complété par un audit énergétique avec une proposition d'un programme travaux. Dans le cas d'une vente ou location d'habitation, on est aussi dans l'obligation d'informer sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique.
Également la loi Allure qu'on pourrait citer de 2014 qui oblige les copropriétés supérieures à 10 lots de soumettre à l'Assemblée générale des copropriétaires, donc annuelle, la création d'un fonds travaux qui est au moins égal à 5% de son budget prévisionnel de fonctionnement. Quelques mots sur le parc de copropriété en France et sa structure. Donc, en 2013, on avait 28% des logements en France qui étaient des logements en copropriété, ce qui représentait 9,7 millions de logements. Parmi eux, 94 sont des logements en appartement individuels. Et dans les immeubles collectifs, près de la moitié sont occupés par des ménages dont le logement est leur résidence principale. C'est un parc qui est relativement ancien, donc on a plus de 2/3 des copropriétés dans le parc collectif qui ont été construits avant 1970, donc avant les premières réglementations thermiques. Et la moyenne des charges de copropriété, la médiane, pardon, annuelle est de 1 800 €. Pour exemple, dans le département du Haut-Rhin, le parc en copropriété représente 760 134 habitants, dont 21,8% sont des ménages considérés comme en vulnérabilité face à leurs dépenses énergétiques. Donc, c'est-à-dire que le montant des charges liées à l'énergie sont trop élevés par rapport à leurs revenus. Donc, les bénéfices d'une rénovation énergétique. Donc, rénover son logement permet de faire des économies d'énergie et donc des économies sur les factures énergétiques. Également un meilleur confort dans le logement. Rappelons qu'un logement de mauvaise qualité énergétique peut engendrer des problèmes de santé notamment, et également une augmentation de la valeur patrimoniale du bâtiment. Quelques mots sur le fonctionnement du copropriété. Donc, une copropriété a une organisation juridique qui est encadrée par le droit de la propriété, dans lequel chaque copropriétaire est propriétaire d'au moins un lot, composé d'une partie privative, donc qui peut être un appartement, une place de parking, une cave, et qui également détient des quotes-parts dans la copropriété qui correspondent à des parts dans les parties communes évaluées en tantièmes. Donc quand je suis copropriétaire, j'ai un certain nombre de tantièmes qui correspondent à ma propriété des parties communes et qui engendrent également des charges que je divise avec mes autres copropriétaires. Donc les copropriétaires sont membres du syndicat de copropriétaires qui s'expriment par des décisions votées dans les assemblées générales qui sont organisées une fois par an. Il peut également y avoir des AG extraordinaires si des décisions urgentes ou extraordinaires, comme son indique, doivent être prises rapidement sans devoir attendre l'AG annuel. La copropriété est gérée par un syndic, qui peut être un syndic professionnel ou bénévole, donc rémunéré par les copropriétaires quand il est professionnel, et qui est le plus souvent nommé pour un mandat de gestion d'1 an, 3 ans maximum, et qui est renouvelable. C'est au cours de l'AG annuel qu'on décide ou non de la nomination d'un nouveau syndic ou du renouvellement du mandat de gestion du syndic en place. Également un conseil syndical, donc qui est composé des copropriétaires, une partie seulement des copropriétaires qui sont élus par l'ensemble des copropriétaires en assemblée générale et qui a un rôle d'assistance et de contrôle du syndic et du syndic. L'amélioration des logements en copropriété peut passer par des interventions à la fois au niveau des parties communes, mais aussi des parties privatives. Donc, exemple de travaux sur les parties communes, ça peut être l'enveloppe du bâtiment, les équipements collectifs ou la production et la distribution de chaleur quand on est dans un chauffage collectif. Sur les parties privatives, ça peut être le changement des menuiseries, du corps de chauffe ou des chaudières individuelles. C'est l'assemblée générale des copropriétaires qui décide des travaux sur les parties privatives d'intérêt collectif et oblige une prise en charge commune une fois votée. Une prise en charge commune, c'est-à-dire une prise en charge en fait financière, divisée entre les copropriétaires en fonction de leur tantième, comme je présentais précédemment.
Une rénovation en copropriété se fait en plusieurs étapes. Donc on a une analyse de la situation par un diagnostic réalisé par des professionnels qui aboutit en fonction des problématiques repérées sur un programme de travaux qui est adapté à la copropriété, avec un plan de financement et qui, pour être mis en place, doit bénéficier de l'adhésion de l'ensemble des copropriétaires, du syndic et du conseil syndical. Donc encore une fois, c'est un programme de travaux et un plan de financement qui est voté en assemblée générale. Et puis, pour une rénovation réussie, il faut que la copropriété soit accompagnée tout au long de son opération de rénovation par des professionnels et pas uniquement par son syndic. Le syndic n'a pas de compétences techniques. Le syndic est une entité qui s'occupe de gérer les comptes de la copropriété, des impayés, de la gestion en fait de fonctionnement, mais pas de la gestion du bâti. Pour connaître la performance énergétique d'une copropriété, on réalise un audit énergétique qui est une étude approfondie du bâtiment qui se décompose en 5 phases, donc un état des lieux, un bilan énergétique et des préconisations vis-à-vis des résultats de ce bilan, qui aboutit sur un programme d'amélioration de la performance énergétique du bâti, couplé à une analyse financière de ce programme de travaux, à mettre au regard de la capacité de contribution des copropriétaires, et une restitution ensuite des résultats en assemblée générale pour un éventuel vote des travaux s'ils sont avérés nécessaires. Le diagnostic intègre aussi des problématiques techniques et architecturales, notamment quand on est sur des projets de rénovation du bâti ancien, il y a des contraintes à respecter dans certaines zones. Maintenant, quelques exemples de travaux de rénovation énergétique en copropriété. Donc, ça peut concerner l'isolation de la toiture, une isolation thermique de la façade par l'extérieur, qui peut aussi se coupler à un embellissement de la façade, mais en général, c'est le cas. L'isolation du plancher entre le rez-de-chaussée et les caves, l'amélioration ou le remplacement du système de ventilation, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, l'installation d'énergie renouvelable, de type panneaux solaires par exemple, et l'optimisation des installations électriques. Ce sont des travaux qui sont à penser à l'échelle d'une copropriété et pas du logement dans un immeuble collectif. Les interventions sur les parties collectives, donc voilà quelques exemples. Je ne vais pas me répéter, vous pourrez reconsulter le PowerPoint ultérieurement. Donc la mise en place du plan de financement, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a analysé les besoins de travaux pour améliorer la performance énergétique de la copropriété. Ce plan de financement peut permettre de mobiliser des aides qui sont à la fois individuelles, donc aux copropriétaires, et qui sont calculées en fonction des situations particulières et dont ils peuvent bénéficier quelle que soit la copropriété. Donc quand on dit situation particulière, en général, c'est les revenus et la composition du ménage qui entrent en compte. Et des aides aux syndicats de copropriétaires, donc là qui sont directement versées à la copropriété, qui sont des aides collectives et indépendantes de la situation de chaque copropriétaire. Elles sont plus souvent dépendantes d'un diagnostic multicritère et de l'état de fonctionnement de la copropriété. Un diagnostic multicritère, c'est-à-dire santé financière de la copropriété, santé du bâti, insertion urbaine, etc. Les aides individuelles, elles sont calculées distinctement selon qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Pour les propriétaires occupants, elles sont dépendantes du niveau de ressources, donc comme je vous le disais, en fonction de ses revenus, les aides peuvent être plus ou moins importantes. Et puis pour les propriétaires bailleurs, elles sont dépendantes des engagements pris avec les baux de location. Quand on bénéficie d'aide de l'ANA, par exemple, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, en tant que propriétaire bailleur, on doit ensuite pratiquer un loyer plafonné et dans lequel, enfin, le logement dans lequel les locataires doivent justifier d'un certain plafond de revenus.
les aides aux syndicats de copropriétaires, donc à l'ensemble de la copropriété. Elles sont, comme je l'ai dit précédemment, liées au diagnostic global de la copropriété. Et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui donne ces aides distingue principalement les copropriétés dites fragiles, auxquelles elle donne les aides de son programme dit Habiter mieux. Les copropriétés sous dispositifs programmés, donc les OPA copropriétés ou les OPA comprenant un volet copropriété. Donc les OPA sont les opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui sont mises en place à l'échelle d'une copropriété ou d'un quartier et qui permettent de bénéficier de financement pour les travaux et d'accompagnement par un opérateur de ces travaux. Accompagnement qui est gratuit pour les copropriétaires car financé par l'ANA dans le cadre de ces opérations. Également, les copropriétés en plan de sauvegarde, donc PDS, ce sont des dispositifs similaires aux OPA copropriétés, mais qui permettent des financements plus élevés pour les travaux et qui concernent des copropriétés avec davantage de difficultés. Et puis également des aides pour les travaux dits d'urgence qui peuvent faire l'objet de financement. Travaux dits d'urgence, c'est des travaux qui mettent en danger les occupants de l'immeuble. Les aides aux copropriétaires. Oui, donc je prends un petit peu le relais. Les aides aux copropriétaires sont de nature, et il faut distinguer les aides individuelles et les aides au syndicat des copropriétaires. Donc les aides individuelles obéissent au régime général de l'ANA. Donc dans les aides individuelles, on distingue, suivant le régime général de l'ANA, les aides aux propriétaires occupants, des aides qui sont distribuées sous plafond de ressources, et les aides aux propriétaires bailleurs qui sont conditionnées par le conventionnement du logement, c'est-à-dire l'engagement à la fois d'une modération de loyer et des plafonds de ressources des locataires qui seront accueillis. Bon, je rappelle que dans le conventionnement des logements, il y a 3 niveaux de conventionnement qui sont correspondant à 3 niveaux à la fois du plafond de loyer et du plafond de ressources, qui sont le conventionnement de niveau intermédiaire, le conventionnement de niveau social et le conventionnement de niveau très social. Ces aides, les aides individuelles, sont accessibles, peuvent faire l'objet d'une demande par les copropriétaires dans toute situation, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un dispositif spécifique d'aide à la copropriété. Comme on va aller voir après, les aides aux syndicats. Par contre, dans le cadre d'une aide au syndicat, les aides individuelles ne seront pas retenues, et ce sera les aides aux syndicats qui seront attribuées dans le cadre de dispositifs spécifiques à la suite d'un diagnostic de la copropriété. Donc les aides aux syndicats sont des dispositifs spécifiques qui vont permettre d'aider non pas chaque individu en fonction de sa situation, de son statut, et éventuellement de son niveau de ressources, mais qui vont pouvoir aider l'ensemble de la copropriété. Donc c'est une aide qui est versée directement au syndicat des copropriétaires et passe par le biais de sa gestion financière menée par le syndic. Donc on a les aides aux syndicats pour être décidées, doivent faire l'objet d'un diagnostic préalable de la copropriété pour être inscrit en tant que copropriété sur des adresses bien précises qui sont identifiées à la suite du diagnostic qui est mené. Donc elles font suite donc à un diagnostic qui à la fois justifie la nature technique des travaux, et donc tout particulièrement des travaux d'économie d'énergie, mais aussi de la situation de gestion, la qualité de la gestion, le bon fonctionnement de la copropriété, éventuellement le niveau des impayés au niveau des charges de copropriété, et de la solvabilité de la connaissance sociale des copropriétaires.
Donc, les aides aux syndicats sont précédées d'un diagnostic relativement approfondi de la copropriété sur un diagnostic multicritère qui va reprendre ces différentes dimensions. Trois niveaux, on va distinguer plusieurs niveaux, on va les détailler après. Sur ces dispositifs, on a les copropriétés fragiles qui vont pouvoir faire l'objet d'aides au titre d'habiter mieux. Ces copropriétés fragiles ne sont pas forcément inscrites dans un dispositif conventionnel de type OPA, mais simplement il faut avoir le diagnostic qui précise l'état de la copropriété et son niveau de fragilité. Et puis on va avoir ensuite des dispositifs conventionnels de type opération programmée, soit une OPA coprodégradée si elle est entièrement ciblée vers des copropriétés et avec des adresses bien identifiées, soit un volet copropriété à l'intérieur d'une OPA plus générale qu'on peut rencontrer soit sur un OPA classique, soit sur une OPA renouvellement urbain par exemple. Ces aides, donc les aides de l'ANA, comprennent à la fois des subventions en pourcentage de travaux et des primes forfaitaires qui sont plafonnées, qui sont calculées à partir du nombre de lots d'habitation. On parle là de travaux qui doivent résorber les problèmes de la copropriété, la question de la précarité énergétique étant généralement une question centrale, mais n'est pas la seule. Et donc, ces aides concernent l'ensemble des travaux nécessaires, mise en sécurité, fonctionnement des équipements principaux, etc. Les aides aux syndicats, la différence entre les aides individuelles et les aides aux syndicats, c'est qu'a priori, globalement sur notre copropriété, les aides aux syndicats peuvent être plus importantes que la somme des aides individuelles, le plus souvent, mais encore une fois, ça va dépendre éventuellement de l'enquête sociale et de la connaissance sociale précise de la composition de la copropriété. D'une part, les aides individuelles rapportées aux copropriétaires peuvent éventuellement être plus importantes que la répartition au millième de l'aide au syndicat, mais ça va dépendre de la situation sociale ou du conventionnement pour les bailleurs des logements. Donc, quelque part, l'aide au syndicat nivelle toutes ces questions de différenciation entre les questions de statut, de ressources, est généralement supérieure globalement pour la copropriété, mais les aides individuelles peuvent être davantage solvabilisatrices à l'échelle d'un seul copropriétaire en fonction de sa situation, s'il est soit en situation d'avoir des revenus modestes ou très modestes, soit pour les bailleurs s'ils font un conventionnement social. Donc, d'une part, l'aide au syndicat est de nature à faciliter les prises de décision dans les assemblées générales, dans la mesure où ça va concerner absolument tout le monde, et donc même les propriétaires qui auraient des ressources plus élevées seront concernés et destinataires attributaires par le biais de la répartition des millièmes des aides aux travaux, des aides aux syndicats. D'autre part, donc effectivement, les aides individuelles sont parfois, et ça dépend des circonstances et des dossiers qu'il faut regarder au cas par cas, il peut arriver que les aides individuelles soient plus solvabilisatrices pour les ménages les plus fragiles ou aux revenus les plus modestes. Ce qui fait qu'il y a la possibilité éventuellement à étudier au cas par cas de faire un mixage des aides, c'est-à-dire qu'on va avoir des aides aux syndicats qui fixent l'enveloppe globale des aides et ensuite une répartition peut tenir compte éventuellement des situations individuelles de chacun, c'est-à-dire que soit en fonction du conventionnement, soit en fonction du niveau de ressources des propriétaires occupants, eh bien, on va répartir dans le calcul des aides, dans une enveloppe globale qui est déterminée par les deux syndicats, l'attribution et le fléchage des aides dans le cadre d'une répartition millième entre les différents copropriétaires. Ça, ce sont des démarches qui sont possibles et qui sont à étudier au cas par cas en fonction de la situation sociale et du statut des copropriétaires.
Donc les principaux dispositifs que l'on a en copropriété, d'une part, on a dans le champ du diffus ou des OPA qui ne sont pas ciblés, la possibilité d'avoir les aides individuelles. Donc tout copropriétaire qui peut y prétendre et qui est éligible peut postuler à des aides individuelles. On a les copropriétés qui sont déterminées comme étant fragiles. Ce sont des copropriétés qui vont être donc à bénéficier des aides du programme Habiter mieux. Ces copropriétés fragiles qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur du NOPA sont déterminées par le fait d'avoir un taux d'impayé qui est pas négligeable et en même temps qui ne donne pas lieu à une urgence ou à une situation d'une fragilité qui approche ce qu'on va appeler la dégradation. Hein. Donc entre 8 et 15% si les copropriétés ont plus de 100 lots et entre 8 et 25% pour les autres les copropriétés plus petites. D'une part, donc une fragilité marquée par un taux d'impayé, d'autre part une étiquette énergétique avant travaux qui se situe entre des G, donc une qualité énergétique moyenne, plutôt basse, et d'autre part, si le programme de travaux prévoit un gain énergétique minimum de 35%, thématique qu'on retrouve dans la plupart du programme Habiter mieux. Ce gain énergétique peut être un petit peu modulé au cas par cas si il y a eu un POPA qui a identifié des besoins sans engager pour autant un dispositif plus lourd. Voilà, donc dans le diffus, cette qualification peut être déterminée quel que soit le dispositif. En toutes circonstances, si on n'en a pas, donc on sera dans un dispositif qui sera entre 3 et 5 ans. Donc on aura des aides Habiter mieux qui seront de 25% de l'assiette hors taxe avec un plafond de 15 000 € hors taxe et une prime Habiter mieux si le gain énergétique minimum de 35% est atteint. Et à ce moment-là, on aura une prime de 1 500 € par lot qui peut être porté à 2 000 € dans le cadre d'un cofinancement avec une collectivité locale. Ce qui fait qu'en régime de base, hors la majoration pour cofinancement, on aura un maximum de 5 250 € par lot d'habitation au sein de la copropriété à multiplier par le nombre de lots. Dans les autres cas, on va avoir un dispositif. Donc les dispositifs sont principalement de nature, soit une OPA copropriété, c'est-à-dire une OPA entièrement ciblée sur la question des copropriétés dégradées, ou bien on aura une OPA d'une autre nature, mais qui va comporter un volet copropriété au sein de son dispositif. Et puis la situation la plus difficile étant les copropriétés individuellement qui vont faire l'objet d'un plan de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de dégradation très très marqué, à la fois par des dysfonctionnements internes de la copropriété, dans les relations entre les copropriétaires, dans les relations syndic, dans la présence ou le bon fonctionnement du syndic, et d'autre part dans des enjeux de travaux qui sont très importants, et donc une situation de très grande fragilité par les dettes, par le fonctionnement de la copropriété et par un besoin de travaux très important. Donc le plan de sauvegarde est un dispositif qui est conduit à l'échelle d'une copropriété, qui fait l'objet d'une commission d'élaboration qui est présidée par le préfet. Et alors que les OPA copropriété ou le volet copropriété des OPA est un dispositif plus conventionnel, bien que malgré tout, pour bénéficier de cet avantage, généralement, il faut que les OPA soient ciblés, soit dans la convention d'OPA, soit éventuellement par des avenants ultérieurs, mais donc il s'agit de copropriétés qui ont fait déjà l'objet d'un minimum de repérage et d'évaluation pour être clairement ciblées. Bon, la durée de l'OPA copropriété est de 5 ans. Et donc, dans le cadre du plan initiative copropriété, les aides sont portées à 35% de l'assiette hors taxe des travaux éligibles, qui pouvant être portées éventuellement à
à 50%, suivant l'urgence et la situation et l'évaluation de la situation. Ceci sans plafond de dépenses. À cela, on peut ajouter un complément d'aide, c'est-à-dire que pour favoriser les cofinancements, l'ANA apportera autant qu'une collectivité locale en complément de l'aide précédente, ce qu'on appelle le X plus X, si les collectivités amènent au moins 5% de financement sur le programme de travaux. Voilà. Et puis, à cela va s'ajouter la prime Habiter mieux, si le gain énergétique minimum est de 35%, gain énergétique qui sera de 1 500 € par lot et qui sera majoré de 500 € par lot si une collectivité locale amène le même montant. Donc à la fois des aides qui sont en pourcentage de travaux et des primes dans le cadre d'un gain énergétique de 35%. Dans le cadre des plans de sauvegarde, pour les propriétés les plus dégradées, les plus difficiles, qui présentent le plus d'urgence et qui ont un dispositif d'élaboration qui est sensiblement plus lourd, eh bien, le dispositif sera de même nature, simplement le montant des travaux sera porté à 50% de l'assiette hors taxe du montant des travaux et possibilité éventuellement de monter à 100% du montant hors taxe des travaux si il y a des travaux d'urgence qui sont reconnus à entreprendre extrêmement rapidement sans montage plus complexe de financement de l'opération. Voilà, donc par rapport donc les aides individuelles, donc, elles sont accessibles pour tout copropriétaire pour autant qu'il soit éligible. Elles se montent à 35% pour les PO modestes, à 50% pour les propriétaires occupants très modestes, donc dans la limite de 7 000 €, à la limite de 10 000 €. Et pour les propriétaires bailleurs, c'est sous condition de conventionnement des logements. Donc, a priori, comme on l'a déjà dit, dans le cas des dispositifs d'OPA, de copropriété fragile ou plan de sauvegarde, les aides individuelles ne sont pas attribuées, sauf dans le cadre éventuellement de ce qu'on a appelé le mixage des aides, qui est une manière de valoriser l'attribution des aides auprès des ménages les plus modestes, mais forcément au détriment des ménages moins modestes. Donc c'est un ciblage qu'il faut évaluer au cas par cas. Donc ça, c'est les aides aux travaux. Et sinon, on a les aides individuelles qui sont liées à la nature du gain énergétique, qui est notre minimum de 25% pour les propriétaires occupants et de 35% pour les propriétaires bailleurs. Les propriétaires, et dans un plafond de 1 600 € pour les propriétaires occupants modestes, de 1 000 € pour les propriétaires occupants très modestes et de 1 500 € pour les propriétaires bailleurs qui ont conventionné leur logement. Voilà, donc ces dispositifs font l'objet bien évidemment d'une convention avec nomination sélection d'un opérateur qui va intervenir et qui va représenter l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des dispositifs. Donc le financement de l'ingénierie sera fait par sera aidé par l'ANA dans le cadre des dispositifs qui sont décrits ici, 50% à fond de 100 000 € dans le cas du copropriété fragile, 50% du montant de l'assiette, 100 000 € plus 50 € par nombre de lots d'habitation, un logement. Voilà. Et donc ces dispositifs d'opérateurs qui accompagnent cette politique est présente à chaque fois qu'on a ces dispositifs pour mener les évaluations et faire une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès du syndic et des copropriétaires. Voilà. On peut, dans le cadre des opérations, dans le cadre des OPA ou des plans de sauvegarde, bénéficier éventuellement, choisir de
de conduire une gestion urbaine de proximité qui sera un élément de prise en charge, de concertation, de mobilisation des copropriétaires ou de coordination dans le cadre d'un projet urbain plus vaste dans lequel la copropriété est intégrée. Et donc ces opérations de gestion urbaine de proximité seront également cofinancées par l'ANA dans le cadre de 50% dans un plafond d'assiette de 900 € par logement, par lot d'habitation. Donc voilà l'essentiel des dispositifs en copropriété. Alors, pour l'étude de ces montages, il faut bien évidemment optimiser les financements disponibles et donc aller voir tous les financements qui sont disponibles. L'enjeu essentiel dans un processus décisionnel et dans un montage d'opération, c'est d'évaluer le reste à charge des copropriétaires, en particulier en fonction de leurs ressources. On utilise généralement les niveaux de ressources qui sont sous les plafonds des copropriétaires très sociaux, très modestes, ou bien des copropriétaires qui sont modestes, ou bien les copropriétaires qui sont au-dessus des plafonds. Donc cette démarche d'évaluation du reste à charge est donc il convient de calculer, donc étudier ce reste à charge, c'est un élément essentiel des prises de décision dans le cadre des dispositifs décisionnels en assemblée générale. Un élément de mobilisation des copropriétaires et de prise de décision. Pour ça, il faut donc mobiliser l'ensemble des subventions et l'ensemble des aides qui sont accessibles et éligibles dans le cadre de ces opérations. Donc les aides de l'ANA, les aides d'Habiter Mieux, le nouveau dispositif MaPrimeRénov' qui va probablement être corrigé en 2021 pour mieux s'adapter aux situations des copropriétés, ou le CITE pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de MaPrimeRénov', et puis les dispositifs de complément de financement, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective. Donc l'éco-prêt à taux zéro qui va être pris individuellement par les copropriétaires. Bien évidemment, on va bénéficier de la TVA à 5,5 sur les factures de travaux, pour autant qu'on est sur des travaux d'économie d'énergie. Et puis les autres abondements financiers possibles, les certificats d'économie d'énergie, éventuellement accompagnés des coups de pouce distribués par les obligés, les aides des collectivités locales qui peuvent exister, et au niveau individuel, l'aide d'Action Logement ou des caisses de retraite ou des différentes sources de financement qui sont mobilisables. Donc le travail sur le reste à charge est une démarche forcément individuelle qu'il faut être menée pour chacun des copropriétaires de manière à cerner au plus près l'effort qu'ils vont être amenés à faire dans le cadre des campagnes de travaux qui sont envisagées. Donc, à côté des aides de l'ANA et du programme Habiter Mieux, on peut citer donc le crédit d'impôt CITE, donc qui n'existe plus pour les propriétaires bailleurs. Pour l'instant, la question est ouverte de sa recréation en 2021. Aujourd'hui, il n'est pas accessible aux propriétaires bailleurs. Et aujourd'hui, pour les propriétaires modestes ou très modestes, il est intégré au CITE. Il est intégré à MaPrimeRénov' qui fusionne les aides de l'ANA et ce crédit d'impôt. Donc aujourd'hui et en 2020, puisque en 2021 le programme va être sensiblement redéfini, il ne peut concerner que les ménages propriétaires occupants qui sont au-delà des plafonds de ressources, modestes ou très modestes. Voilà. Donc le CITE est calculé sur une liste limitative de travaux selon un barème
On pourra annexer un autre document, mais qui est détaillé par geste d'intervention au titre de la transition énergétique et des économies d'énergie. Donc, MaPrimeRénov', qui est le nouveau dispositif mis en place par l'État et par l'ANA, qui regroupe à la fois les aides Habiter Mieux et le crédit d'impôt, qui est aujourd'hui distribué aux propriétaires occupants sous plafond de ressources, modestes ou très modestes, ce sont les plafonds de l'ANA, est distribué pour les logements qui ont une ancienneté au minimum de 2 ans et pour les travaux, équipements ou opérations visant l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et là aussi, en fonction d'une liste limitative qui détermine le montant de MaPrimeRénov'. Donc, c'est une aide directe qui est apportée aux copropriétaires en remplacement du CITE et donc qui va permettre d'être versé beaucoup plus rapidement aux copropriétaires sans attendre la déclaration fiscale et la mise en place d'un crédit d'impôt, du crédit d'impôt qui va prendre place dans le dispositif de l'imposition sur les revenus. Alors, dans le cadre du programme Habiter Mieux, il y a une aide qui est appelée Habiter Mieux Sérénité. Donc, c'est une aide qui permet, qui doit concerner des travaux permettant un gain énergétique de moins 25%. Le financement de ces travaux est proportionnel au montant des travaux et est soumis pour le propriétaire occupant qui en bénéficie à un plafond de ressources. Plafond de ressources modeste et très modeste, c'est-à-dire que les financements ne sont pas les mêmes en fonction du plafond de ressources fixé par ces deux cadres-là. Le logement doit être ancien de moins 15 ans et la prime peut être majorée si on cumule 3 conditions, donc une étiquette énergétique F ou G avant travaux, une amélioration énergétique globale d'au moins 35% et un gain d'au moins de 2 étiquettes énergétiques. Donc, quand on a ces 3 conditions réunies, la prime est majorée dans le cadre du programme Habiter Mieux Sérénité de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Également, l'éco-prêt à taux zéro, donc éco-PTZ, qui est un prêt à taux d'intérêt nul qui permet de financer les travaux d'économie d'énergie. Il est soumis cependant à un montant maximum qui est compris entre 7 000 et 30 000 euros. Peuvent en bénéficier les propriétaires s'ils sont occupants ou bailleurs, sans condition de ressources. La durée maximale du remboursement de l'éco-PTZ est fixée à 15 ans et le logement doit être ancien de au moins 2 ans. Donc, les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un dispositif qui a été introduit en 2005 par la loi POP, donc loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique. C'est une aide qui est versée aux personnes qui engagent des dépenses visant à faire des économies d'énergie, que l'on soit propriétaire ou locataire, par des obligés, donc qui sont les fournisseurs de fluides et distributeurs d'énergie. Le CEE concerne les travaux d'efficacité énergétique réalisés par un professionnel. Quand on fait ces travaux soi-même, le CEE n'est pas mobilisable. Et il faut que ça concerne la résidence principale ou secondaire d'au moins 2 ans. Les ménages modestes sous plafond de ressources, donc toujours en fonction des barèmes ANA, modeste et très modeste. Donc pour ces ménages-là, le CEE peut être complété par des aides dites coup de pouce isolation ou coup de pouce chauffage, qui sont régies dans une charte signée librement par les obligés. En ce qui concerne le vote des travaux pour les copropriétaires, donc une fois qu'on a fait son diagnostic, son plan travaux et son plan de financement, on doit en informer les copropriétaires, donc en amont de la prise de décision, donc en amont de l'AG, pour les sensibiliser et les faire adhérer au projet. Le vote étant soumis à la majorité, si les copropriétaires n'adhèrent pas, les travaux n'auront pas lieu. Donc le projet de travaux est ensuite mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, qui est animé par le syndic. Et ce projet doit être voté donc à la majorité des tantièmes. Les copropriétaires votent le plan de travaux proposé.
les modalités de règlement de ce plan de travaux, donc l'échéance des paiements, et le nombre et le montant des appels de fonds. La rémunération du syndic pour le suivi des chantiers, parce que le syndic va avoir un rôle de regard et de contrôle des professionnels qui interviennent sur la copropriété dans le cadre de la réalisation des travaux. Voilà. Et les copropriétaires votent également les éventuelles démarches préalables à la réalisation des travaux. Donc le recours à une expertise spécifique, l'obtention d'une autorisation administrative, etc. Qui peuvent avoir un coût quand même non négligeable en fonction de l'ampleur du programme de travaux. Un maître d'œuvre est missionné pour le déroulement du projet. Donc c'est l'interlocuteur pour la conception du projet, le suivi du chantier et la livraison des travaux. Son rôle est de coordonner et superviser tous les aspects du projet. Ça peut être un architecte, un cabinet d'architectes ou un bureau d'études. Le choix de ce maître d'œuvre est également soumis à un vote en assemblée générale. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais qui est fortement conseillé. Dans le Haut-Rhin, par exemple, on a aussi les conseillers des espaces info-énergie qui peuvent intervenir en tant que maître d'œuvre, qui fournissent des conseils techniques, des conseils sur les aides financières disponibles et mobilisables, et peuvent accompagner les copropriétaires dans le projet de rénovation. Les ADIL, donc Agences départementales d'information sur le logement, peuvent également dispenser des conseils, notamment juridiques, aux copropriétaires dans le cadre de la réalisation de travaux. En ce qui concerne le suivi et la réception des travaux, donc des réunions de chantier sont organisées avec les entreprises et les artisans pour établir un point sur l'avancement des travaux, vérification que tout est bien effectué comme cela a été programmé et que le planning également est respecté. Des comptes rendus de chantier sont réalisés et validés par le représentant de la copropriété, donc le syndic assisté par le conseil syndical. La réception des travaux donc, implique une vérification que les travaux sont conformes au cahier des charges et au plan de travaux arrêté préalablement, et également une vérification du bon fonctionnement des nouveaux équipements qui ont été installés au cours des travaux. À la fin des travaux, il est encouragé de renégocier les contrats de fourniture d'énergie, également les contrats d'entretien des équipements collectifs, donc les contrats de maintenance, et d'instaurer également un suivi des consommations de chauffage et d'eau chaude pour se rendre compte de l'impact des travaux de rénovation énergétique sur le montant des charges. Parce que c'est ça qui intéresse au final les copropriétaires, c'est de réaliser des travaux pour ensuite avoir des gains financiers sur leur consommation. Voilà. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de conduire des actions de sensibilisation des occupants aux éco-gestes. On peut davantage réduire sa consommation énergétique en ayant les bons réflexes pour réduire ses consommations énergétiques. Donc l'ADIL 68 donc délivre des conseils aux copropriétaires et aux syndics. Donc elle peut informer et sensibiliser les copropriétaires sur les enjeux d'une rénovation énergétique, les précautions à prendre, les étapes et la méthodologie d'un projet réussi. Son rôle est aussi de faire connaître et expliquer les différentes aides mobilisables, de vérifier l'éligibilité des copropriétés aux différentes aides publiques, donc notamment le programme Amitié Mieux Copropriété de l'ANA, d'accompagner les copropriétés les plus fragiles dans leur prise de décision, de proposer aux copropriétaires un accompagnement financier et social personnalisé, donc on n'est pas du coup uniquement dans l'aide juridique, et de répondre à toutes les questions que se posent les occupants sur les rapports locatifs, la fiscalité, le conventionnement avec l'ANA dans le cadre de travaux subventionnés, etc. Donc c'est un interlocuteur à disposition des copropriétaires. Également les plateformes territoriales de rénovation énergétique. C'est quelque chose qui a été initié par l'ADEME et la région en 2014 suite à un appel à manifestation d'intérêt
et elle vise à faciliter et accompagner le passage à l'acte des ménages, donc les encourager à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Voilà. Donc le Grand Est compte 30 plateformes territoriales de rénovation énergétique et 10 structures sont situées sur le territoire alsacien. Ce qui, en comparaison à l'échelle nationale, montre que le territoire est relativement engagé dans la rénovation énergétique. C'est un nombre assez important. Alors, le PIG Habiter Mieux 68, programme d'intérêt général, ça ne concerne pas les copropriétés de manière ciblée, mais il peut englober des copropriétés dans ces projets de rénovation. C'est une opération qui est sur l'ensemble du département du Haut-Rhin, qui a débuté en 2018 et prendra fin en 2023. 3 grands enjeux sont définis dans la convention de ce PIG, donc la lutte contre la précarité énergétique, avec un soutien aux rénovations énergétiques des propriétaires occupants, en particulier les très modestes, donc toujours soumis à des plafonds de ressources, la lutte contre l'habitat indigne, dégradé et non décent, et l'augmentation d'une offre de logements locatifs en conventionnement social et très social. Quand un propriétaire bailleur réalise des travaux sur son logement dans le cadre du PIG, il doit ensuite pratiquer un loyer conventionné et qui est plafonné et qui doit permettre de loger des ménages à faibles ressources. Les objectifs globaux de réhabilitation du PIG sont de 1300 logements sur la période des 5 ans et qui doivent concerner les propriétaires occupants et de 200 logements de propriétaires bailleurs. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Nous restons en ligne pour répondre à vos éventuelles questions. Et puis, je vous remercie de votre attention. Il y a une question qui concernait le fait que là nous sommes en train de travailler dans le cadre du PIG sur la transition énergétique, transition écologique, et donc la question a été posée de la spécificité du PIG par rapport aux différents dispositifs de redressement des copropriétés qu'on a évoqués. Comme on le disait tout à l'heure, donc dans les différents dispositifs concernant les copropriétés, il y a le dispositif Habiter Mieux, c'est-à-dire des copropriétés fragiles qui sont accessibles dans l'ensemble du territoire. Donc, dans le cadre du PIG, il n'y aura pas de difficulté pour autant qu'un diagnostic est fait, identifiant les critères qui permettent de considérer la copropriété comme une copropriété fragile. Aucune difficulté pour que les copropriétés bénéficient d'une aide au syndicat éventuelle dans le cadre du dispositif Habiter Mieux. Le PIG surtout, dans le cadre général des politiques territoriales de grande échelle de cette nature-là, un des enjeux, c'est le repérage des difficultés et l'adaptation, après, en fonction de l'évaluation qui est faite de la situation, d'une politique ciblée. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans le cadre d'un PIG, non pas d'une OPA-CoPro. On est en train de travailler ensemble, on vous invite à travailler avec nous pour cibler les priorités et les bonnes manières de faire. Et il est clair que le PIG, à la fois, comme d'une certaine manière, c'est une forme de diffus, donc les aides Habiter Mieux aux copropriétés sont accessibles. Mais d'autre part, ça peut être aussi l'occasion de préciser l'évaluation et les enjeux de traitement sur d'autres copropriétés qui auraient besoin d'un traitement plus lourd. Et dans ce cadre-là, le PIG peut être l'occasion d'un repérage qui pourra déboucher éventuellement sur des OPA-CoPro ciblés ou des plans de sauvegarde si les situations n'ont pas été repérées déjà avant et si elles le nécessitent. Donc tout ça pourra tout à fait s'inscrire dans le cadre d'un PIG, soit en termes de repérage et de politique à adapter, soit dans le cadre des copropriétés fragiles et du programme Habiter Mieux. Est-ce qu'il y a une question ?
je vois qu'il y a d'autres remarques effectivement sur la nature du PIG. Je crois que ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, hein. Donc effectivement, l'enjeu c'est d'intégrer les copropriétés. Ça sera un enjeu surtout de repérage. Il faut dire que dans les copropriétés, on a un petit peu deux dimensions, hein. C'est les grandes copropriétés des années 60 et suivantes, qui sont plus facilement identifiés comme des enjeux à problème où il y a des qualités du bâti qui arrivent à un niveau d'obsolescence et un manque d'entretien quelquefois qui font qu'il y a des problèmes, voire éventuellement donc la qualité aussi des copropriétaires qui sont des gens relativement modestes avec quelquefois des difficultés de paiement et donc des enjeux de redressement dans le fonctionnement même de la copropriété. Et puis on a les petites copropriétés urbaines qu'on rencontre dans le renouvellement urbain, dans les quartiers anciens, qui sont des copropriétés de petits nombres de lots, mais qui peuvent présenter des difficultés aussi tout aussi avérées. Donc, en toutes les causes, tout copropriétaire peut bénéficier des aides individuelles, comme on les a décrits au début, et puis la question de mettre en place des dispositifs de type copropriété fragile dans des dispositifs Habiter mieux peut tout à fait être sollicité dès l'instant qu'on a une évaluation suffisante. Voilà, et puis donc tout un enjeu de repérage. Donc ça sera aussi un des enjeux dans le PIG. Et dans cette phase de réflexion que nous menons actuellement, c'est de développer le repérage et les besoins éventuels d'intervention plus ciblés et plus spécifiques en dehors du régime actuel de droit commun. D'autres questions? Oui, une petite précision que nous fait dans les messages, effectivement, aussi bien les plateformes de renouvellement énergétique que les points info énergie et les points info énergie ne font pas de maîtrise d'œuvre, hein. La maîtrise d'œuvre est réservée aux maîtres d'œuvre et le plus souvent aux architectes, hein, et donc les structures de conseil, d'information, d'appui au montage administratif des dossiers ne font pas de maîtrise d'œuvre. Voilà. Par contre, je précise aussi que la maîtrise d'œuvre est intégrée dans les assiettes de travaux qui sont subventionnables. Donc, la maîtrise d'œuvre peut être soutenue dans le cadre des aides générales, puisque les aides générales qui sont assises sur le montant des travaux comprend les travaux eux-mêmes, montant hors taxe, et la maîtrise d'œuvre et les prestations techniques qui accompagnent ces travaux. Effectivement, les structures de conseil, d'information et d'assistance ne font pas de maîtrise d'œuvre. Voilà, on vous propose d'arrêter cette séance maintenant s'il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire remonter des remarques, des constats et vos expériences. Alors, on a une dernière remarque. Oui, effectivement, sur le territoire, il y a un regroupement en réseau de l'espace info-énergie, du PTRE et de la DIL, dans le cadre du réseau FER, effectivement. De toute façon, on va lancer on vous l'a dit en introduction, mais une grande campagne d'entretien avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, on va venir vers vous pour programmer ces entretiens. Si vous voulez nous devancer et venir vers nous pour nous proposer des créneaux d'entretien, on est preneurs, mais de toute façon, nous allons organiser tout ça. Et puis, donc, les prochains ateliers didactiques sur d'autres thématiques auront lieu jeudi matin prochain sur le même format et sur les mêmes horaires. Et puis, vous serez conviés à des ateliers partenariaux collaboratifs les 8, 9, 10 juillet pour travailler ensemble et continuer de dialoguer ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation, cet atelier, cet échange.
et au plaisir de vous revoir rapidement. C'est bon ?